Je suis Francis Laroupeau et c'est avec plaisir et grand intérêt que j'ai accepté de présenter cette réunion, cette rencontre amicale de la DSP Afrique, parce que tout simplement j'ai rencontré les amis de la DSP Afrique cette année d'ailleurs. Oui, c'était avant l'été. J'ai été plutôt séduit et très surpris par cette belle initiative originale. Alors le slogan c'est une autre façon d'aimer l'Afrique, c'est ça? Une belle façon d'aimer l'Afrique. Moi je dirais que c'est une façon nouvelle d'aimer l'Afrique. Initiative originale, conduite par des jeunes, et qui a une approche panafricaine. Quand on observe évidemment ce qu'ils font, ça dépasse, je dirais, les identités nationales et les nationalités. C'est une démarche panafricaine, résolument panafricaine, mais aussi une démarche qui s'inscrit complètement dans son époque, dans les temps actuels. Il me semble qu'il est important, intéressant et utile de soutenir cette initiative qui, pour moi, se situe évidemment dans les grands enjeux actuels en Afrique et répond aux défis de l'avenir. Et vous savez qu'il y en a, en tout cas pour nos pays africains. La rencontre porte évidemment sur le franc CFA. Nous écouterons tout à l'heure les intervenants. Nous écouterons Martial Zebelinga, économiste et sociologue, qui vient de publier un ouvrage, Sortir l'Afrique de la servitude. Et le mot servitude est d'autant plus important, c'est tellement au centre de cette rencontre, parce que je me souviens il y a quelques années, certains qualifiaient le CFA d'arme de servitude massive. En tout cas, pour une certaine opinion, qui est, je pense, la plus importante, majoritaire en tout cas, le CFA reste un vestige colonial, une sorte d'anomalie comme ça. Et ce lien très particulier entre la France et l'Afrique est tout à fait unique dans l'histoire des relations internationales. On en parlera tout à l'heure, bien entendu. Et la question qu'on peut se poser également, c'est que, voilà, c'est vrai que cette monnaie a été instaurée au moment des indépendances, et même avant, sans qu'on ait demandé l'avis des populations. Donc, c'est peut-être une des monnaies les plus antidémocratiques qui existent sur cette planète. Et peut-être que l'un des enjeux, peut-être l'une des demandes qui pourrait émaner de ce type de réunion, c'est peut-être de rendre cette monnaie plus démocratique, en tout cas une monnaie africaine plus démocratique, en soumettant peut-être la question simplement à un référendum, en demandant aux Africains, dans le pays de la zone franc, s'ils sont toujours solidaires de cette monnaie ou s'ils préfèrent simplement inventer, instaurer leur propre monnaie, c'est-à-dire atteindre tout simplement à la souveraineté monétaire. Alors cette réunion se tient, alors je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, je ne pense pas que la DSP Afrique l'ait fait exprès, mais en cette fin de semaine, il y a quand même à Paris la réunion des ministres des Finances de la zone franc. C'est une coïncidence, je pense, parce que ce n'est pas une manif qu'on fait ce soir, je suppose que c'est ça. Voilà. Mais c'est une belle coïncidence. Alors, donc avant de continuer, avant d'arriver au débat tout à l'heure, je vais inviter mon ami Steve Mambou-Guillet à venir à ce pupitre pour vous présenter la DSP Afrique, puisqu'il est tout simplement, bien tout honneur, hein, le président de la DSP Afrique. Vous pouvez l'accueillir. Merci. Merci. Steve Mambou. Alors merci Francis. Alors moi je ne vais pas parler du franc CFA parce que je ne suis pas un spécialiste, il y a des spécialistes qui viendront tout à l'heure vous en parler. Mais moi je vais simplement vous présenter la DSP Afrique qui effectivement a pris l'initiative d'organiser cette conférence. Et en fait, donc la DSP Afrique s'occupe, en tout cas est sensible aux problématiques africaines. C'est pour ça qu'on organise comme ça des conférences à thème. Pour certaines personnes qui sont dans la salle, elles ont eu l'occasion d'assister à un certain nombre de conférences de la DSP, notamment sur le panafricanisme. Là, en l'occurrence, c'est sur le franc CFA. Et on essaye aussi, surtout en tout cas, d'inviter des membres de la diaspora qui sont justement spécialistes de ces sujets-là pour venir nous expliquer un peu toutes ces problématiques. Donc moi je vais vous présenter la DSP. Déjà je vais vous faire passer un petit film parce que en général quand on parle, voilà, c'est pas
c'est pas assez animé, donc moi je vais vous présenter un petit film de 2 petites minutes qui résume très bien la DSP, et ensuite je rebondirai dessus. Une diaspora qui se mobilise pour un continent, l'Afrique. Ça a un peu plus de 2 ans. Yebisa fami tolinga kabango iboso bawa yebisa boyoyo kumisaka yebisa lolango na yo kozela te bakuvao esimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo oh, oh. Alors je pense que le petit film de 2 minutes résume bien la DSP. Donc la DSP, c'est l'amour du continent africain. Et on essaie à notre façon d'apporter notre contribution tout en étant à l'extérieur du continent. Alors pour expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas la DSP, donc c'est une association panafricaine qui rassemble différentes nationalités du continent. Et l'objet principal de la DSP, c'est de transférer l'expertise de la diaspora vers le continent, donc sous forme de vacances solidaires. Prenons un exemple simple que vous avez d'ailleurs vu dans le film. Je lui demanderai de dire un petit mot, celui qui a eu l'honneur d'être dans le film, expliquer un peu son expérience de formateur DSP. Donc la DSP, c'est du transfert d'expertise. Vous allez dans votre pays d'origine, ou dans un pays africain, vous allez pour 3 semaines ou plus, pour des vacances, et vous décidez de consacrer un peu de temps, une journée ou plus, à former un acteur socio-économique sur place qui n'a pas les moyens de se former ou qui n'a pas les moyens de former ses collaborateurs. Donc c'est un peu du partage, du transfert d'expertise. Et on a un slogan à la DSP, on dit une goutte d'eau pour l'Afrique. Donc chacun de nous, individuellement, peut apporter sa goutte d'eau. On est pour la plupart professionnels ici, on a une expertise, on a un savoir-faire, et on va régulièrement en Afrique. Et il arrive quelquefois en Afrique qu'on ait des journées où on s'emmerde. Voilà. Et pourquoi pas capitaliser ces journées où on s'emmerde en partageant son expertise, ce qu'on a appris ici. Et c'est assez simple. Parce que vous, membres DSP, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à dire à la DSP, je vais à Bamako de telle période à telle période. Et c'est la DSP qui se charge de trouver un acteur socio-économique sur place qui a exprimé un besoin et qui a justement besoin de cette expertise. Après, le contact est mis en place et vous dispensez votre formation. Si vous n'avez pas un profil formateur, vous pouvez juste être en immersion et partager les bonnes pratiques. Donc c'est assez simple et aussi simple que ça. Ça ne demande pas d'effort à celui qui... Enfin, si quand même, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'aller former des personnes. Mais au moins, c'est cette goutte d'eau-là qui permettra de contribuer en tout cas à l'essor de notre cher continent qu'on adore tous. Par contre, on parlait justement de goutte d'eau. Il y a un adage, enfin je vais peut-être très mal formuler ça, mais il y a un adage qui dit qu'un océan est fait de gouttes d'eau. Donc même si c'est insignifiant, une goutte d'eau, ça peut effectivement constituer tout un océan. Mais pour que ça constitue un océan, il faudrait que ces différentes gouttes d'eau tombent au même endroit. Donc c'est juste pour un peu schématiser le fait qu'il faut une structure pour pouvoir justement capter toutes ces gouttes d'eau et pouvoir en faire un océan. Donc c'est pour ça que vous êtes, en tout cas tous invités, à rejoindre la DSP, à participer à cet effort-là, à votre manière, soit en transférant votre expertise quand vous allez en Afrique, soit en participant activement.
aux activités de la DSP. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je salue nos membres qui sont venus des Pays-Bas et voilà, qui font la force de la DSP, pas seulement en France, mais à travers l'Europe et les États-Unis. Donc voilà un peu, dans les grandes lignes, la DSP Afrique, avec de nombreux projets. On a notamment un projet phare, je vais aller très rapidement là-dessus, c'est de construire une maison de la diaspora. Donc on sait que dans les pays africains, on a des centres culturels français. C'est très beau, c'est bien. Mais ce serait aussi bien qu'on ait une maison de la diaspora, des gens qui sont partis d'Afrique et qui ont besoin d'avoir un symbole dans chaque capitale africaine. Donc c'est vraiment d'avoir une maison de la diaspora dans chaque capitale africaine, la même, avec les mêmes services. Donc une grande bibliothèque qui va retracer un peu toute l'histoire de la diaspora africaine à travers le monde, dans tous les domaines. On a de la diaspora brillante qui écrit de très bons bouquins, notamment sur le franc CFA, donc sortir l'Afrique de la servitude. C'est des ouvrages qui peuvent être référencés dans ces bibliothèques de la diaspora. Ça peut être également notre ami et membre des SP, Hamza Boukari, qui a écrit un très bon bouquin sur l'Afrique, sur le panafricanisme, Africa Unit. Donc tous ces ouvrages-là, tous ces intellectuels de la diaspora ont besoin justement d'être représentés dans toutes nos capitales africaines. Et pour faire court, je vais juste vous montrer, parce qu'on a commencé déjà à travailler sur une forme de maison qui va symboliser effectivement cette maison de la diaspora et qui sera représentée comme ceci. Donc le plan est fait, le modèle est fait, il ne manque plus qu'à avoir des financements participatifs. Donc vous comprenez un peu mon message, c'est qu'il faudrait que la diaspora se mobilise pour justement avoir une maison de la diaspora dans chaque capitale africaine. Rejoindre la DSP, c'est une belle façon d'aimer l'Afrique. Merci, je vous repasse Francis. Merci Steve. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va écouter nos conférenciers. Martial Zebelinga, je vous ai parlé de son livre qui vient de sortir. Je n'en ai pas parlé, je vous ai annoncé le titre, Sortir l'Afrique de la servitude. Et on aura le plaisir aussi d'écouter notre ami Aziz Moundé, mon excellent confrère d'ailleurs, qui est là, qui est membre de la DSP. Hein. Voilà, donc c'est une ressource de la DSP Afrique, journaliste, des journalistes Aziz, journaliste spécialiste des relations internationales. Et on devait aussi recevoir aujourd'hui, vous le savez, M. Kako Nubupo, ancien ministre il était ministre de la prospective du Togo, et qui aurait pu être parmi nous parce qu'il a été appelé à des obligations professionnelles qui l'ont amené donc à Madagascar ce week-end. Donc il ne pourrait pas être parmi nous, mais on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir vous faire écouter un élément sonore, un témoignage, en tout cas, qui résume un peu, beaucoup d'ailleurs, sa pensée sur le franc CFA. Dans quelques instants, avant peut-être de continuer, on va peut-être identifier précisément nos conférenciers. Martial Zebelinga qui est là, on va peut-être, si vous voulez, venir au centre de la salle pour qu'on vous identifie très précisément. C'est Martial Zebelinga, vous pouvez l'applaudir. Hein. Économiste sociologue, donc son dernier ouvrage en date, Sortir de l'Afrique de la servitude. Et il n'a pas écrit tout seul parce qu'il est très modeste en fait, Martial. C'est un ouvrage coécrit avec Kako Nubupo justement et Bruno Tinel et Demba Moussa Dembélé, donc un ouvrage collectif sur le franc CFA. Le sous-titre c'est « À qui profite le franc CFA ?» On aura certainement une réponse tout à l'heure. Je vous prie d'identifier également, si vous ne le connaissez pas, mais qui ne le connaît pas, Aziz Moundé, journaliste, spécialiste des relations internationales, élément actif, super actif de la DSP Afrique.
Et alors, tout à l'heure, nous allons décrypter ensemble un sondage auquel plusieurs d'entre vous ont participé, je crois, une enquête sur le franc CFA. Vous avez pu donner votre opinion. C'est une enquête tout à fait intéressante et édifiante sur les opinions africaines à propos de cette monnaie singulière. On va donc décrypter cela avec le président de la DSP, Steve, qui va pouvoir donc vous dérouler le résultat de cette enquête. On va peut-être faire une respiration entre-temps avec un artiste qui a bien voulu apporter son talent à cette réunion et qui s'appelle Elom. Alors c'est Elom 2CE. Alors Elom est d'origine béninoise, je crois. Alors je pense le connaître, mais si on le voyait, ce serait peut-être mieux. On peut accueillir Elom. Elom est là. Donc un intermède musical, artistique avec Elom, et on retrouve tout à l'heure le programme de notre réunion sur le franc CFA. Elom, c'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Pas besoin de micro. Vous m'entendez? Oui. Bon, c'est une pression de faire une scène ici, pas de strum, pas de musicien derrière, juste ma voix. Donc je vais faire un test qui s'appelle le blues des pharaons. La liberté a un prix, je l'ai appris à saigner. L'ignorance égorge mon peuple, donc je m'en vais enseigner. Sur le fil du rasoir, je chante le blues des zombies au crâne sous carcan. Mais à quand le printemps? La liberté a un prix, j'ai appris à saigner. L'ignorance égorge mon peuple, dont je m'en vais étudier. Sur le fil du rasoir, je chante le blues des nébus au crâne sous carton. Mais à quand le printemps? Pensée en mouvement, le cœur debout, la foi en érection, j'écorche, comme les scribes de l'Égypte antique. Des actions pour soigner l'agonie de l'Afrique, des théorèmes démontrant la force mystique. Certes, nos propos ne trouvent d'écho que dans quelques têtes, quelques cœurs et quelques bras. La plupart essorés par l'ignorance et la répression, militaire ou monétaire tchalé. À l'instar du franc CFA, la belle garce qui tient nos crânes dans le creux de ses crocs. Mais qui t'a dit que l'on conquit avec les larmes? Regarde ton histoire, couverte de dettes et de chrysanthèmes. Sont cités le sang, les crachets, le sort qu'ont subi nos pères fondateurs. Comment respirer la tête sous l'eau, avancer les pieds dans les chaînes, cérébrales ou métalliques, frère, la machine écrase, pilonne nos terres sans pudeur aucune. Mais infaillible reste un peuple libre. Et puisque la puissance des démons se fonde sur une collective d'émission, j'ai réuni les frères, comme la faim qui m'attait, et je me jette dans la peau de la bête, m'y poser comme ce colis, envoie Eduardo Mondlane, Samora Machel, Walter Rodney. La liberté a un prix, j'ai appris à saigner. L'ignorance égorge mon peuple, donc je m'en vais enseigner. Sur le fil du rasoir, je chante le blues des zombies au crâne sous carcan, mais à quand le printemps? La liberté a un prix, j'ai appris à saigner. L'ignorance égorge mon peuple, donc je m'en vais étudier. Sur le fil du rasoir, je chante le blues des négus au crâne sous carcan, mais à quand le beau temps? Non, merci beaucoup. Merci. Et tout de suite avec vous, Steve Lambou, Guy, on va décrypter ce sondage, cette enquête à laquelle plusieurs personnes ont participé, des personnes qui sont dans la salle et qui ont apporté une réponse donc, à ce sondage. Alors comme c'est vous qui avez dirigé tout cela de même maître, je vais vous laisser présenter ça. Merci Francis. Alors, j'ai plus la date exacte du sondage, mais je crois que ça devait être au mois de juin, mai-juin, où on a effectivement lancé une enquête sur le franc CFA pour avoir une sensibilité, enfin savoir ce que pensaient les membres de la DSP, ou du moins les sympathisants de la DSP. Et on a eu effectivement 200 personnes qui ont répondu à un sondage. Alors les questions sont assez simples. On va les voir ensemble. Ce que je propose, c'est ensuite de passer la parole aux deux conférenciers. Je laisserai Francis le faire, mais on balayera en fait des réponses et voilà, on verra un peu comment, ce que pensent les membres de la DSP du franc CFA. Donc là, c'est plus les pays d'origine. Bon, on ne va pas
détailler les réponses, mais on voit bien qu'un grand nombre de membres DSP sont de différentes nationalités. On a aussi bien des Sénégalais, des Camerounais, des Béninois, des Tchadiens, des Burundais, des Angolais. Donc on a toutes les nationalités qui sont représentées au sein de la DSP. Alors les 200 membres, ce n'est pas l'exhaustivité des membres de la DSP, mais en tout cas, c'est ceux qui ont bien voulu répondre à l'enquête. Donc c'est les pays d'origine. On a en catégorie socio-professionnelle de ceux qui ont répondu, donc on a majoritairement des cadres. Donc ça, je ne sais pas si c'est représentatif de la diaspora africaine en France, mais en tout cas, dans l'enquête, on a effectivement 76% de cadres qui ont répondu à notre enquête. Et donc, si on regarde les réponses sur justement la monnaie, est-ce que êtes-vous pour une monnaie unique africaine? Donc majoritairement, sans surprise, il y a 80% qui souhaitent avoir une monnaie unique africaine. Il y en a quand même quelques-uns qui sont plutôt contre, donc 11%. D'ailleurs, on aimerait bien avoir l'avis de ces 11% dans la salle, comme ça, ce sera des avis un peu contradictoires pour pouvoir débattre sur la question. Alors... Donc majoritairement, ils sont en Europe, ceux qui ont répondu au questionnaire. Alors, il ne veut plus passer là. Bon. On va plutôt faire simple. Comme ça, on est sûr que ça passera. Donc ensuite, il y avait la question sur qu'est-ce qui symbolise le mieux le franc CFA d'après vous. Donc il y avait 53% qui considèrent que c'est un élément de dépendance économique des États de la zone franc. Il y a quand même une tranche qui pense autre chose, mais ça reste quand même dans la même logique. Donc dans 2% qui pensent que c'est un frein au développement de la zone franc. On verra que certains arguments justement des économistes spécialistes de la question pensent effectivement que c'est un frein pour le développement de la zone franc. Principal avantage d'une monnaie unique africaine, bon ça c'est très partagé. On a la consolidation, on a un outil de développement, on a aussi une indépendance. Une indépendance, on a quand même 30%. Donc on voit bien qu'il y a cette notion d'indépendance, de souveraineté qui revient dans les réponses des différentes questions. Après, là, c'est plus, on va dire, savoir un peu les mécanismes, enfin comment dire, pas vraiment la monnaie en elle-même, mais vraiment comment c'est fait, ce franc CFA. Et on a posé la question de savoir si les gens connaissaient ou était géré le franc CFA. Donc majoritairement, et effectivement la bonne réponse à la Banque de France. Après, on a quelques-uns qui n'ont pas forcément la bonne réponse, mais bon, ça veut dire que c'est nécessaire d'avoir ce type de conférence pour justement permettre aux gens de comprendre un certain nombre de choses. Combien de fois le franc CFA a-t-il été dévalué? 2, pour la majorité. Alors, je pense que la vraie réponse, c'est une fois, mais je crois avoir décortiqué un peu le résultat de ce sondage, et j'ai vu qu'en fait, ceux qui étaient dans la tranche plutôt 40 ans et plus ont dit une fois, et ceux qui étaient en dessous ont dit 2 fois. Donc on voit bien que c'est la jeune génération qui n'est pas sûre de sa réponse. Quel serait le principal avantage d'une dévaluation du franc CFA? 34, aucune. 34 aussi, favoriser les exportations, limiter les importations, redynamiser l'économie. Les économistes nous diront s'il y a un avantage à dévaluer une monnaie. En tout cas, on sera attentif à la réponse. La zone franc peut-elle faire face à un régime de change flottant? Ça, c'est les fameuses alternatives au franc CFA. Voilà. Est-ce qu'on peut faire face? Notre économiste et sociologue y répondra. À qui revient la décision de sortir du franc CFA?
49 pensent que c'est les peuples de la zone franc. 37 c'est les politiques de la zone franc. Et puis d'autres qui ne savent pas ou qui pensent que c'est la France. Alors où est fabriqué le franc CFA? C'est un peu partagé, mais la réponse est à Chamalières. À qui profite le franc CFA? 78% pensent que c'est la France. Donc on écoutera l'avis des économistes sur la question. Je pense que c'est peut-être le même avis qu'ils ont, peut-être que pas. Enfin, on verra ceux qui sont d'un avis contraire. Ensuite, quelles conséquences d'une sortie de la zone franc? Alors c'est plutôt des conséquences, on va dire, positives, puisqu'on pense à 46% que ça va permettre le développement de la zone franc. Alors existe-t-il un exemple dans le monde similaire au franc CFA? 41% non, 28% oui, et 31% je ne sais pas. Donc voilà un peu ce qu'on a répondu, et au passage, on a une fiche d'adhésion de la DSP, donc je le rappelle juste comme ça en passant, mais... donc voilà, je vais peut-être repasser la parole à Francis, et qui, voilà, alimentera le débat. Oui, c'est intéressant que le sondage se termine avec une fiche d'adhésion. Ça veut dire que la DSP Afrique ne perd pas le Nord. J'ai été surpris par une question et une réponse dans le sondage. Il y avait une question qui était posée, une des réponses était « ça dépend ». On entend ça beaucoup en Côte d'Ivoire d'ailleurs, ça dépend de ça dépend. Ah oui. Le front peut-elle faire face à un régime de change flottant? Première réponse, ça dépend. Martial et Aziz nous diront peut-être de quoi ça dépend. Mais d'abord, on va vous demander, Martial Zebelinga, quel est votre commentaire général sur cette enquête. Et j'aimerais aussi relever immédiatement que cette enquête, vous l'avez dit Steve, a été soumise essentiellement à des Africains de la diaspora. Alors, une des questions peut-être auxquelles il faudra répondre tout à l'heure, c'est de savoir si les sensibilités, ou la sensibilité des gens de la diaspora peut être la même que celle des Africains vivant sur le continent. Ce serait intéressant aussi, évidemment, d'explorer cette question-là. Mais d'abord, un commentaire général, Martial. Alors, merci de me donner la parole, cher Francis, cher Steve, Aziz, et puis tout le public illustre et éminent ici présent. Éminent en tant que soi, éminent pas parce qu'on a pignon sur rue, mais parce qu'on est un être humain, on est un Africain, et qu'à ce titre-là, on a aussi un message pour soi et pour le monde, mais en toute simplicité, en toute modestie. Si vous permettez, je vous remercie vraiment de cette invitation, pour cette invitation. Je prends totalement acte du fait que l'institution ou l'organisation qui nous invite est d'abord une association. Une association, c'est une institution à but non lucratif. Ça voudrait dire qu'on est quand même dans une prise de position déjà, c'est-à-dire que nous donnons à l'acte que nous posons aujourd'hui, tous communément, c'est un acte qui contribue à construire la société sur une base qui n'est pas une base essentiellement lucrative. Et je pense que c'est important. Donc je salue ceux qui tiennent cette initiative et qui la font avancer. Parce que choisir un modèle associatif, c'est dire tout n'est pas de l'ordre du marché, tout n'est pas de l'ordre de l'économique. Il y a aussi d'autres façons de rentrer en société les uns avec les autres. Je salue également le fait que cette association prenne pour nom diaspora, bien sûr, solidarité, évidemment, et puis la notion de participation. C'est vraisemblablement une des réalités les plus fortes du monde contemporain, c'est la prise de conscience du phénomène diasporal. Si on voit des pays comme l'Inde, la Chine, etc., ce sont des pays qui tirent un énorme bénéfice de leur force diasporale, de leur diaspora, en termes de transfert de revenus, en termes de transfert des connaissances, en termes de processus de modernisation, et une grande partie, j'ai envie de dire, de la politique
d'un pays comme la Chine est basée sur ces diasporas. Et si la Chine peut d'ailleurs se développer en Asie du Sud-Est plus facilement, c'est parce qu'une grande partie de l'Asie du Sud-Est est constituée d'anciennes diasporas chinoises. Donc le phénomène diasporal en tant que phénomène contemporain, comme vous savez aujourd'hui, les diasporas contribuent plus que les pays donateurs à l'aide au développement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et je salue ceux qui ont pris sur eux d'approfondir cette question, parce que c'est une question qui n'est pas seulement une question, c'est pas un effet de mode, c'est vraiment une question centrale. C'est une question qui joue même déjà sur nos identités désormais, et il est important d'y tenir. Bien sûr, je suis un panafricain plus que convaincu, mais un Africain, j'ai envie de dire, j'ai failli dire esthète, peut-être esthète, mais aussi monacal, c'est-à-dire que vraiment la notion du panafricanisme n'est pas pour moi la notion médiatique qu'on entend tous les jours, c'est quelque chose qu'il faut creuser vraiment dans les profondeur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le panafricanisme et qui vont totalement à l'opposé de l'idée panafricaniste elle-même, puisque le panafricanisme, chacun sait que c'est quand même d'abord beaucoup d'afro-descendants et de non-africains qui ont mis en avant et qui ont défendu cette idée avant que quelqu'un comme Nkrumah ne soit initié au panafricanisme. Le panafricanisme avait déjà plus de 50 ans. Donc quand on fait des assemblées, par exemple, en disant nous on fait entre Africains et pas avec les autres, on est à l'opposé de l'idéal panafricain. Donc je suis un panafricanisme de la lettre et un panafricanisme de la plus ancienne tradition panafricaine. Cela dit, je viens donc à l'essentiel, c'était vraiment pour saluer quand même les efforts qui sont faits. Je terminerai puisque quand même il paraît qu'on a un peu un devoir de dire un peu des choses aux plus jeunes. Je dirais que c'est très très important de se mettre ensemble, de travailler ensemble, mais même dans les phénomènes associatifs, il faut travailler avec beaucoup de rigueur et vraiment beaucoup d'abnégation. Il y a peu d'associations africaines, quand on prend la durée, qui existent depuis plus de 30 ans, 40 ans. Mais dans les grandes institutions de ce monde, il n'y a pratiquement pas de grandes institutions qui existent depuis moins de 100 ans. Les grandes entreprises, quand vous regardez bien, elles ont 100 ans, elles ont 150 ans. Et quelquefois, quand elles sont mortes et que d'autres se sont créées, c'est sur les cendres de quelque chose qui avait déjà la profondeur du temps. Donc, merci donc à l'équipe DSP de prendre ça en considération parce que vous êtes une valeur ajoutée déjà aujourd'hui, mais peut-être en un sens vous avez le devoir de l'être beaucoup plus, au-delà peut-être de ce que vous imaginez. Les éléments de réponse qui ont été apportés, et j'avoue que c'est une démarche que j'ai trouvée très intéressante de la part de DSP, à mon sens montrent une première chose, qui est absolument essentielle. La monnaie n'est pas seulement un phénomène économique, ce n'est pas seulement un phénomène marchand. Vous voyez que le franc CFA diffuse des idées, diffuse des messages. Et si je voulais être moi-même, je dirais que toutes les réponses étaient fausses. Toutes. Et je dirais que même nous qui pensons que voilà, nous avons quelques réponses justes, nous-mêmes, en travaillant sur ces questions, on se trompe. Je vous donnerai peut-être 2 exemples. Le franc CFA officiellement naît en 1945. D'accord ? Lorsque le Bretton Woods est créé, le FMI est créé, il faut déclarer donc, des monnaies, des parités monétaires au FMI. Et donc, le 25 décembre, après avoir commandé une étude par le ministère des Finances à l'époque, de quelques hiérarques du ministère des Finances, De Gaulle décide donc de créer le franc CFA. Simplement, si on prend l'histoire du franc CFA en 1945, on n'a rien compris. Parce que le franc, avant d'être franc CFA, c'était le franc français tout simplement, qu'on appelait aussi le franc métropolitain, qui circulait déjà en Afrique dite francophone. Et depuis quand circule-t-il en Afrique dite francophone? Depuis le 19e siècle, c'est-à-dire autour de 1820. Il y avait déjà le franc en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Vous voyez que quand on analyse donc le franc
en tant que quelque chose qui est la Seconde Guerre mondiale, etc., on a un mauvais prisme. On a oublié déjà plus d'un demi-siècle. Le franc domine l'espace africain depuis pratiquement 2 siècles, après avoir progressivement expulsé les monnaies endogènes, dont on ne parle tout simplement plus. Parce qu'en fait, la monnaie développe aussi un espace de connaissance, un espace cognitif. On ne sait plus du tout, on n'a même plus d'idée qu'il y a eu des monnaies anciennes qui avaient, que ce soit des coquillages, du cuivre, de la poudre d'or, etc. Donc, le franc CFA réussit une première chose, par les messages qu'il diffuse, il fait de nous des commentateurs de sa réclame. Tout ce que nous y lisons, pour l'essentiel, en fait, c'est la documentation de la Banque de France, reprise par la BCAO, etc. Et même quand on est critique par rapport à ça, on est déjà dans un moule. Donc, pour rappel, 1854, au Sénégal, naît la première banque d'émission, le premier institut d'émission du franc au Sénégal, 1854. À la suite de quoi? À la suite de l'abolition de la traite négrière, pour compenser les négriers, on a créé une banque pour qu'ils puissent utiliser de l'argent et payer, entre guillemets, les travailleurs qui avaient travaillé pour eux. Donc, l'institution et l'institutionnalisation du franc en Afrique est beaucoup plus ancienne. Elle puise déjà ses ressources dans la traite négrière, et ça, plus personne n'en parle, ça paraît normal. Et ce n'est pas une question de 1945. Si je vous donne juste ces éléments, c'est pour vous dire simplement à quel point un espace monétaire avec des institutions qui parlent de lui vont répandre en fait une connaissance qui est littéralement une connaissance fausse. Et lorsque les peuples fonctionnent dans des connaissances fausses, en fait, une connaissance et une représentation de la vie qui est tronquée, ils ne peuvent que se tromper. Et 90% du discours sur nos sociétés, et en particulier sur nos monnaies, relève de ça. Quand on vous dit une évidence, on va nous dire, bon, le franc CFA a été dévalué 1 fois. Certains diront 2 fois. Tout ça n'est pas juste. Le franc CFA a été arrimé au franc français, d'accord, de façon fixe. Quelle est la conséquence simple? La conséquence, c'est que quand le franc français bouge, tout le temps que le franc français a bougé, le franc CFA a bougé aussi. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Alors, combien de fois le franc français a-t-il bougé entre 1945 et 1994? Au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois. Donc, nous ne regardons que la part de la parité qui concerne franc CFA, franc français. Mais en fait, c'est beaucoup plus global. Lorsque l'euro perd de la valeur, par exemple, c'est le franc CFA aussi. Quand il s'apprécie, c'est le franc CFA aussi. Vous voyez comment notre regard est complètement tronqué. Désolé d'avoir... Si vous plaît, Martial, je vous arrête juste une seconde, parce que quand vous dites que, finalement, le franc CFA a été dévalué autant de fois que le franc français l'a été. Je pense que le repère que les gens ont quand ils répondent à ce type de sondage, c'est la dévaluation du franc CFA des années 90. Tout à fait. Et qui a d'ailleurs créé 2 zones CFA, en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Exactement. On pourrait vous demander finalement, alors, quand le franc CFA a été dévalué de cette manière unilatérale, oui, est-ce que, à l'inverse, cette dévaluation a eu une répercussion sur le franc français? Est-ce qu'elle a eu... Non, mais non, le but, c'était pas ça. Le but n'était pas d'avoir un effet... Si vous dites que toute dévaluation du franc français avait une répercussion mécanique sur le franc CFA, tout à fait, comment comprendre alors que quand le franc CFA a été dévalué, il n'y a pas eu, dans le sens inverse, une répercussion sur le franc français? Lorsque le franc CFA est dévalué, le but, quel est l'objectif recherché? Il faut regarder les causes et les effets. Non, vous allez nous expliquer, je te très bien. Les effets, ils sont très simples, historiquement. Alors je vous renvoie, pour ceux qui aimeraient bien, il y a un économiste français qui s'appelle Pierre Moussat, c'était un grand... Il a d'ailleurs été au Conseil économique et social, etc. Il a écrit un petit livre en 1958, et il dit là-dedans, voilà pourquoi le franc CFA nous intéresse, voilà pourquoi cette zone nous intéresse. Si nous, Français, nous devrions acheter des matières premières au prix international, c'est-à-dire en payant en dollars,
on dépenserait énormément d'argent. Or, cet espace CFA nous permet en réalité d'utiliser notre propre monnaie, c'est-à-dire de la fabriquer à partir de rien et d'aller récupérer des matières premières. Ça, c'est le premier gain incalculable, incomptable du franc CFA. On peut faire des calculs d'épicier, mais on ne pourra jamais imaginer le bénéfice que la France peut avoir d'avoir le Niger. C'est inimaginable. Ou bien d'avoir le Gabon. On ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Niger avait tellement, non, le Gabon avait tellement de densité d'uranium, tellement qu'il y a une réaction physique connue des scientifiques liée au fait qu'il y avait une concentration d'uranium extrêmement importante. Ça s'appelle le phénomène d'Oklo, O-K-L-O. Donc il y a une rivière qu'on appelle la rivière d'Oklo qui développait une réaction nucléaire naturelle. C'est le seul endroit au monde parce qu'il y avait une présence d'uranium extrêmement importante. Et bien évidemment, je vous le donne en mille, désormais, il n'y a tout simplement plus d'uranium à Oklo. Tellement l'exploitation était importante, c'était l'époque de la Kogema, etc. Le même phénomène est en train de se passer au Niger. Là, le gain, c'est quoi? Le gain, c'est que, au lieu de payer cet uranium en dollars, ce qui aurait obligé, par exemple, la France à acheter des dollars, et avec ces dollars-là, payer pour avoir de l'uranium, elle utilise sa propre monnaie. Ça veut dire qu'elle peut aussi la fabriquer. Donc le gain est incroyable, on n'imagine même pas. La décision de la dévaluation à l'époque avait été prise par la France, Édouard Balladur. Oui. C'était une décision française. Tout à fait. Alors, ça signifie finalement que cette monnaie demeure, plus que jamais, une monnaie pilotée par la France. Non, mais ça c'est évident. D'accord. Pas... Alors, la question qu'on se pose, évidemment, la question que l'opinion se pose de manière générale, quelle est au fond la marge de manœuvre des dirigeants africains pour prendre des décisions sur cette monnaie de l'intérieur sans passer par, évidemment, l'avis de la France? Quelle est aujourd'hui la part de décision des pays africains sur leur propre monnaie, sur cette monnaie-là? Je pense que... Je parle de part de décision politique, évidemment. Oui. Comme vous savez, nous avons dit que cette monnaie a 2 siècles d'existence. Ça veut dire qu'elle est là, elle existe depuis l'Empire. Elle a résisté aux républiques, ici en France déjà. Elle a résisté aux indépendances. Bon. Donc la première question qui se pose, c'est son ancrage démocratique, le plus simple. Mais il y a plus, et j'ai envie de dire, il y a pire. Le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Europe décide d'accepter que le franc CFA soit arrimé à l'euro. Parce que, comme on le sait, l'Allemagne ne voulait pas de cette décision. Je vous conseille d'aller lire la décision. C'est incroyable. C'est vraiment... On voit rarement des choses comme ça, où l'Union européenne s'adresse à la France. Et on dit clairement, si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez modifier quelque chose, d'abord vous nous prévenez, on doit être associé en amont à toute décision que vous prendrez par rapport à cet espace, avant éventuellement que vous changiez. Et la fin de cette décision prise, qui a plusieurs articles, la fin elle est très simple. Elle dit, cette décision s'adresse à la France. C'est-à-dire que les pays africains n'existent pas dans le processus décisionnel. Donc, à la différence d'une situation où on avait une première tutelle qui était coloniale et post-coloniale, on a une deuxième tutelle. Donc, d'un point de vue purement démocratique, les Africains ont une seule chose à faire, c'est de se libérer d'une décision, en fait, à laquelle ils n'ont jamais été associés, tout simplement. Ça, du point de vue démocratique. Mais il faut voir aussi qu'il y a une autre anomalie, et je mets souvent en cause certains de mes amis juristes, c'est que vous avez une monnaie qui est passée par un processus référendaire, vous en faisiez allusion tout à l'heure. Ça a été difficile, etc. Et elle va s'arrimer à une autre monnaie qui, elle, juridiquement parlant, n'a rien de commun. Il y a une anomalie quelque part. Donc la première marge de manœuvre, c'est une marge de manœuvre de principe. C'est une marge de manœuvre démocratique. La seconde marge de manœuvre, vous savez, il y a aussi les faits. Comme vous savez certainement, en tout cas M. Mambou doit le savoir,
Le Congo a passé des accords récents pour la libre circulation du yuan entre le Congo et la Chine. Et le Congo étant membre de la CEMAC, a priori, ça pourrait s'appliquer aussi à la CEMAC. Et rien dans les conventions n'interdise explicitement, puisque les conventions, ça joue surtout sur le compte d'opération. Ça veut dire que d'un point de vue technique, le Congo pourrait, s'il mène à bien cette démarche, pour les raisons qui sont les siennes, hein, je ne préjuge pas, pourrait déjà ouvrir une brèche dans le franc CFA. D'un autre côté, je constate que le Cameroun discute d'un accord de libre-échange avec le Nigeria aussi. Avec le Nigeria. Ce qui voudrait dire aussi entrer davantage du Nigeria par les matières premières, par les échanges économiques dans la zone CEMAC et vice-versa, puisque c'est un accord de libre-échange. Et au-dessus, pour ne pas frustrer notre ami Francis Laloupo, je vois que le Bénin s'inquiète beaucoup non, mais à juste titre, des fluctuations du Naira, puisque les importateurs, les Béninois qui font de l'import-export, qui travaillent beaucoup avec le Naira, sont très touchés aujourd'hui, et il y a des rapports officiels qui disent on n'est pas sûr qu'en restant dans le franc CFA, ça fonctionne. Donc la responsabilité, on voit que tout le monde est concerné, et qu'on peut jouer sur plusieurs entrées. On peut avoir des accords bilatéraux, mais qui en réalité ont des impacts plus importants, mais on peut aussi tout simplement avoir une décision politique. Je pense que toutes ces actions-là font que tout le monde doit jouer de son rôle, y compris donc ce qu'on fait ici, ce que font les diasporas. Et d'ailleurs, on a des outils, et ça je fais un clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, on a aujourd'hui des outils de transfert de fonds, qui sont des applications, qui peuvent tout à fait utiliser différentes sortes de monnaies. Ils ne sont pas tenus d'utiliser que le franc CFA. Mais ça peut permettre aussi, d'une autre façon, de créer un espace qui n'est pas exclusivement un espace dominé par le franc CFA. On va écouter Aziz Moundé. Alors, Aziz Moundé, évidemment, quand on entend tout cela, on se dit, mais finalement, à quoi servent les réunions comme celles qui se tiennent dans cette fin de semaine entre le ministre de la zone franc, le ministre des Finances de la zone franc. Et Marcel vient de nous dire, dans les processus décisionnels sur le franc CFA, l'Afrique n'existe pas. Et pourtant, on sait qu'il y a des débats aujourd'hui en Afrique entre les tenants et défenseurs du franc CFA, d'un côté, et puis il y a ceux qui disent, bon, finalement, tant que cette révolution n'est pas faite, c'est-à-dire la révolution qui mettrait fin à cette monnaie de franc CFA, l'Afrique n'aura pas totalement, évidemment, accédé à la souveraineté. Donc le débat existe, cela signifie donc que sur le continent, il y a des personnes, il y a des dirigeants, des responsables politiques notamment, qui soutiennent ce franc CFA. Alors, si on s'en réfère au livre de Martial Zedelinga, sortir l'Afrique de la servitude, est-ce qu'il fallait jusqu'à parler aujourd'hui d'une servitude volontaire ou alors il y a des contraintes particulières qui font qu'on ne peut pas prendre cette décision qui semble élémentaire, c'est-à-dire l'accession à la souveraineté monétaire? Merci, parce que je vais m'arrêter sur la servitude volontaire qui est une expression de la Boétie. Là, on reste en France, et justement dans cet imaginaire qui ne fait pas que nous coloniser, mais justement nous influence de manière absolument virale, puisque hier j'aurais souhaité que Martial Zedelinga soit présent à la conférence de presse des ministres qui a réuni les ministres, les gouverneurs, les ministres africains des Finances, et les gouverneurs de banque centrale, les deux gouverneurs de banque centrale, Abagas Chana de la BEAC et Thiemo Kokone de la BCAO, pour effectivement s'exprimer, non pas poser des questions, mais s'exprimer avec une profondeur, un aspect très inclusif et endogène justement sur la question. Parce que ce qui transparaît dans ces réunions-là, c'est le côté totalement infantilisant des propos qui sont tenus concernant l'Afrique. C'est absolument détonnant. C'est-à-dire que vous avez des personnalités qui sont respectées sur le continent, qui sont ministres, c'est quelque chose d'important en Afrique centrale notamment, être ministre. D'ailleurs, quand vous êtes nommé ministre, vous organisez une grande réunion
une grande fête au village pour remercier le chef de l'État. Donc c'est tout dire l'importance que prend la fonction ministérielle dans notre univers. C'est patrimonial, ça permet de contrôler des ressources, de contrôler des gens. Gouvernementé en latin, c'est contrôle de l'esprit. Donc en Afrique, vraiment, on est plein dans l'étymologie à la fois des mots, mais on n'est pas dans l'étymologie de ce qui devrait être, plus que le franc, c'est dans son étymologie, c'est être libre. Et quand on a vu des pays africains qui ont choisi leur monnaie, les Congolais ont choisi le franc congolais. Je ne sais pas pourquoi, ils ont été obligés d'ajouter franc à congolais. Je ne sais pas pourquoi Sékou Touré a été obligé d'ajouter franc à guinéen. Et je ne sais pas pourquoi notre ami, le président Kagame, avec le franc rwandais, a été obligé d'ajouter franc au rwandais. Donc c'est en droite ligne de ce que Martial énonçait, c'est qu'il y a un univers mental dont on ne se rend pas compte. Cette fascination-répulsion qu'on a avec la France et l'Occident, cette répulsion, haine et cette façon de se comporter, des attitudes que nous avons quand nous sommes à Bercy, parce que vous voyez des personnes qui représentent des États, c'est 175 millions de personnes, c'est 15 pays, la zone franc, et vous avez 2 gouverneurs de banque centrale qui disent aux journalistes africains et français il n'y a aucun problème, toutes vos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, la monnaie, et c'est le centrafricain, je me demande comment un centrafricain peut trouver aujourd'hui que tout va bien. Alors soit c'est nous, les journalistes, les analystes, les experts africains, panafricanistes, avec des noms d'oiseaux dont on nous affuble aujourd'hui, n'avons rien compris de la situation, mais quand un centrafricain vient à Paris, c'est passé l'époque de Bokassa, c'est passé l'époque du couronnement de l'empereur, c'est passé l'époque justement de cette caricature sur les Africains, mais pour dire que tout va bien, que la stabilité est garantie, et que le ministre Michel Sapin le confirme en disant qu'effectivement la garantie que nous apportons aux francs CFA, c'est pour le pouvoir d'achat des populations. Tiens, pouvoir d'achat, on va s'arrêter sur le pouvoir d'achat. On sait très bien que chaque fois que les ministres se sont réunis, chaque fois que la BEAC et la BCEAO ont énoncé des communiqués, c'était pour parler d'inflation. L'inflation, l'inflation, l'inflation. D'ailleurs, tous les critères de convergence qui ont été définis par ces 2 banques centrales concernaient tout simplement la question des taux d'intérêt, donc toute la petite mécanique qui se passe entre la banque centrale et les banques pour pouvoir se rémunérer à 30 jours, ou pouvoir ouvrir des lignes de crédit aux entreprises françaises, ou aux entreprises qui exportent du cacao et du café. Donc vraiment, on reste dans une boucle et dans un cycle ancien. Il a évoqué le Sénégal à la fin du 19e siècle. Il y a également une autre question frappante qui est en lien avec le sondage, c'est que quand on voit des Africains de la diaspora notamment répondre sur la monnaie unique, on accole ça peut-être à des questions à la fois identitaires ou liées au panafricanisme. Certains, hier, je l'ai suivi, j'ai écouté les gouverneurs de banques centrales africaines dire que la question économique n'est pas une question de romantisme. C'est même pas simplement insultant, mais c'est faire preuve d'une absolue ignorance de ce que c'est l'économie, puisque Max Weber et d'autres nous ont très très bien dit que, et Martial Zebelinga le rappelait tout à l'heure, l'économie, ce n'est pas souvent les termes abscons comme le pourfendait Galbraith il y a longtemps. C'est pas simplement des mécanismes techniques dont on ne comprend rien, mais c'est aussi la vie des gens, c'est la psychologie. Il y a des principes religieux qui ont guidé l'économie mieux que des traités savants, mieux que des manuels ou des théories. Max Weber l'a dit à propos de l'esprit du protestantisme et de l'esprit du capitalisme. On a au Sénégal une confrérie qui sont les Mourides, avec Cheikh Amadou Bamba, qui ont énoncé effectivement sur cette lignée du protestantisme, justement du calvinisme, qui avait une façon très rigoureuse, très organisée de considérer le travail, qui était effectivement un critère de grâce, d'accès à la grâce. On a 1000 exemples qui peuvent être pris pour dire que si vous traitez les autres de romantiques et vous de réalistes, donc de tous ceux qui ont très bien, ou tous ceux qui ont tout compris de la réalité, eh bien, il y a un problème. Parce que les gouverneurs de banque centrale, et c'est Kako Nubokpo qui a l'habitude, effectivement, de pourfendre cette absence d'école endogène
pas nécessairement authentique, mais endogène, de sciences économiques africaines endogènes, eh ben, il a raison quand on écoute ce type de propos sur la critique qui est faite par les opinions publiques africaines, l'enjeu démocratique dont parlait Francis Laloupo tout à l'heure, parce que vous n'avez pas une seule zone au monde où le gouverneur de la Banque centrale ne s'exprime pas devant le Parlement ou ne rend pas compte au peuple, d'une manière ou d'une autre. Ça n'existe que dans la zone franc, où dans des 15 pays, des 2 banques centrales, on ne sait rien absolument. Les hommes politiques, d'ailleurs, vous allez voir dans les programmes des partis politiques en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, au Bénin, jamais rien n'est mentionné au sujet de la question monétaire, jamais rien n'est mentionné aux questions de la souveraineté monétaire. C'est normal, parce que les hommes politiques qui sont élus au Parlement n'ont pas accès à ce chapitre-là, au même titre que les accords de défense et leurs annexes secrètes. Ils ne sont pas intégrés dans les ordres du jour du Parlement, parce que le gouverneur de la Banque centrale n'est pas tenu sur des questions, effectivement, qui sont liées à la légitimité, sur des questions qui sont liées à la souveraineté, puisque de toute façon, la monnaie est extravertie, comme nos esprits, Dixit, je renvoie effectivement au terme de cette enquête qui est remarquablement faite, mais qui renseigne aussi sur à la fois notre imaginaire concernant la monnaie. Les égyptologues et d'autres nous ont bien fait comprendre que la question de la monnaie, et Marcel Bellinga a eu raison, Zé Bellinga a eu raison de pointer au long cours cette antériorité de l'existence de la monnaie en Afrique, à laquelle nous ne croyons pas. Vous allez poser la question à n'importe quel Africain sur la question de la monnaie, il va la renvoyer à la question de l'argent papier ou au chèque, ou tout simplement à la monnaie sous sa forme moderne. Donc une décolonisation, une colonisation des esprits, autant pour moi, un imaginaire qui est habité à la fois, qui est celui des gouvernants qui dirigent la zone franc. Je rappelle que à la dernière élection au Gabon et le conflit qui en a suivi, on nous a présenté le président du Gabon comme un nouveau converti au panafricanisme, un peu comme le président Déby du Tchad, avec des oukases, avec des propos qui sont parfois détonnants. On a également évoqué le président Sassou Nguesso comme étant effectivement une personnalité qui était dans une question, dans une démarche de rupture, mais on voit très bien que les ministres des Finances de ces 3 pays que je viens de citer sont ceux qui nous disaient hier qu'il n'est pas question, mais littéralement, de sortir du franc CFA. Alors c'est à ne plus rien comprendre. C'est lié, c'est limite de la schizophrénie entre ce qui est énoncé publiquement pour gagner une élection ou des opinions publiques africaines ou des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube et qui sont en quête identitaire, parce que c'est très très difficile pour quelqu'un qui cherche à dessiller les regards, ouvrir les yeux pour les Africains, de voir que des jeunes de moins de 20 ans considèrent des suppôts, des consuls de la France-Afrique comme étant des panafricanistes convaincus qui prônent la rupture avec la France. Donc cette question du franc CFA, c'est un enjeu identitaire, c'est un enjeu qui est lié à cette construction réelle du panafricanisme. Il a parlé du panafricanisme des premiers âges, parce que si la question de la solidarité entre ces peuples africains peut être concrétisée ou symbolisée par l'existence d'une monnaie, pourquoi pas? Je rappelle que le Cameroun et un certain nombre de pays ont décidé il y a quelques années d'engager le processus de mise en place du Fonds monétaire africain, le FMA, avec un Camerounais, ancien ministre délégué aux finances, qui en était le patron, tout au moins le coordonnateur. Il était acté depuis la déclaration d'Alger en 1999 que ce Fonds monétaire africain allait conduire le processus pendant une dizaine d'années, permettre qu'il y ait une chambre de compensation des 48 monnaies qui existent sur le continent et que, à terme, effectivement, nous ayons une monnaie unique sur le continent. En comptant en parallèle qu'il y avait un processus qui a été amorcé dans la zone UEMOA et BCAO, où en 2020, l'horizon qui était fixé était d'avoir une monnaie unique. Alors quand vous allez à Bercy, vous écoutez des responsables africains au plus haut niveau, gouverneurs et ministres, qui font l'impasse totale sur des processus qui sont en train d'être menés, eh bien vous êtes complètement confus. Et le lendemain, vous êtes à une réunion de la DSP, on parle des alternatives au franc CFA, vous vous dites où en est-on?
Que fait-on? Que pourrait-on faire? Est-ce que cette voie que nous allons porter, les discussions que nous allons avoir ici, vont avoir une prise sur la réalité? La question de la déconnexion entre les gouvernants, ceux qui ont la décision, et les peuples en Afrique. Donc je pense qu'au-delà de la question monétaire, au-delà des enseignements de ce sondage, ce sont les trois enjeux, à mon sens, les questions démocratiques. Est-ce que nous avons vu au chapitre sur la question de la monnaie et de l'économie, les questions économiques avec la dimension inclusive de l'économie, à quoi sert une monnaie? Est-ce qu'elle sert à réduire l'inflation ou tout au moins à promouvoir le pouvoir d'achat, sortir de la pauvreté et développer les territoires? Et un troisième enjeu, qui est un enjeu éminemment important, qui est un enjeu panafricain, à quand effectivement la prise en compte et la prise de possession par les Africains, par eux-mêmes, sur le plan théorique, sur le plan pratique et sur le plan technique de questions économiques, de questions souveraines comme celle de la monnaie. Je vais terminer mon propos en rendant un hommage. Un hommage à deux personnalités qui ont été fondatrices de cette école endogène de la réflexion sur la rupture monétaire et sur notre connexion au monde. Il s'agit de Castor Ossende-Afana, qui en 1966 a écrit, c'est le premier docteur en économie d'Afrique noire, en sciences économiques, docteur d'État en sciences économiques d'Afrique noire, qui a écrit l'économie de l'Ouest africain. Il préfigurait déjà cette réflexion endogène, cette critique hétérodoxe de la question monétaire, entre autres, de l'impérialisme qui gouvernait les relations politiques et économiques, et il mettait la politique au centre de tout, la politique qui prime la technique. Il y a également Tundian Mpoemi, qui est abondamment cité par ceux qui, effectivement, prônent cette sortie de la servitude monétaire, pour reprendre le propos de l'ouvrage et de Francis Lalepo, qui en 1974 a écrit Monnaie, servitude et liberté, et qui est considéré aujourd'hui comme étant l'une des sources vivifiantes de la réflexion sur cette question. Je vous remercie. Merci Aziz, merci beaucoup. On va retenir votre intervention. La question monétaire est à la fois identitaire, culturelle et politique. Vous en direz davantage tout à l'heure, notamment lors du débat, des échanges avec la salle, avec le public. Et alors, dans quelques instants, on va écouter un témoignage de Kako Nabopo, ancien ministre du Togo, qui a une position tout à fait, disons, singulière en tout cas, compte tenu des fonctions qu'il a occupées au Togo sur le franc CFA. Et on parlera aussi certainement avec vous, Martial, hein, parce que la première partie de cette réunion, c'était le franc CFA expliqué aux nuls, parce que nous sommes un peu tous nuls un peu, hein, dans cette affaire. Vous nous direz précisément comment ça marche. On parlerait de cet arrivage, comment ça fonctionne mécaniquement, et voilà, parce qu'on dit beaucoup de choses autour du principe de la réserve d'échange, hein, des réserves d'échange. Vous nous direz ce que ça signifie exactement, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a le sentiment de plus en plus que le franc CFA enrichit la France. Hein, pour faire court, à se demander d'ailleurs si que deviendrait la France son économie si jamais le franc CFA décrochait, étant donné évidemment ce que les pays africains sont amenés à mettre en réserve à la Banque de France pour pouvoir garantir ce franc CFA. En fait, vous nous direz tout à l'heure comment évidemment distinguer le mythe de la réalité, les fantasmes de la réalité. Mais avant cela aussi, je crois que vous avez quelque chose à dire, Martial Zabelinga, quelques indications. Oui, bon, vous voulez rebondir sur les propos de... Oui, alors avant de rebondir sur ce qu'Aziz a dit, un aspect qu'on a tendance effectivement à ne pas aborder, et auquel je tiens vraiment particulièrement, c'est de rappeler que, d'abord, il y a d'autres imaginaires de l'économie et d'autres imaginaires de la monnaie. Il faut savoir que il y a eu, si je prends une ville comme Tombouctou au Xe siècle, il y avait des gens qui étaient l'équivalent de ce qui sont des traders aujourd'hui, c'est-à-dire qui vendaient l'argent. Ils savaient, ils connaissaient les cours de l'or, comment on vend la poudre d'or, on peut la vendre en cuivre, on peut la vendre, etc. Donc ces questions-là, ces questions monétaires ne sont pas plus sophistiquées qu'on veut le dire. Elles s'apprennent, comme tout le monde. Alors chacun connaît évidemment le système monétaire, peut-être pas. Le système monétaire égyptien était un système d'un degré d'abstraction extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait une monnaie comme unité de compte, c'est-à-dire on comptait, on pouvait dire voilà, telle personne me doit telle quantité, me payera dans tel nombre de temps, et je pouvais dire d'ailleurs
quand je veux dire quelqu'un me doit telle somme d'argent, je compte en ration alimentaire, ce qu'on appelle le chat. Mais quand je compte en chat, ça ne veut pas dire qu'on va toujours me payer en chat. On peut me payer en or, on peut me payer en ration alimentaire. C'est donc un système monétaire extrêmement diversifié, avec une vraie abstraction sur la pensée même de ce qu'est la monnaie. Nous sommes aujourd'hui dans un univers qui est extrêmement appauvri, où la monnaie c'est une chose, c'est que des monnaies. Ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas que des pièces ou alors des transferts de comptes. La monnaie, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et l'utilisation même de la monnaie, si vous prenez le Dahomey au 18e, 19e siècle, il y a une utilisation totalement sociale de redistribution annuelle de richesses, de monnaie au peuple. C'est des choses qui existent. Je mets ça dans le débat rapidement pour qu'on n'ait pas à l'esprit le fait que l'histoire monétaire est arrêtée aux formes monétaires qu'on connaît aujourd'hui, et que si on se pose la question du franc CFA, ce n'est pas simplement pour dire on va refaire une monnaie, un ceci, un cela. J'aurais eu des critiques à apporter par rapport à certains de nos aînés ou de nos collègues qui prennent des noms de monnaie qui sont un peu étonnants pour des panafricains ou panafricanistes, et qui vous prennent 3 sigles français et qui vous disent qu'ils veulent faire une monnaie africaine, unique africaine. Mais le contenu africain, il est où? Si vous voulez reprendre exactement quelque chose qui se fait ailleurs, quel est le contenu africain? Il n'y en a pas. Donc, ça je laisse de côté parce que ça peut nous amener loin. Il y avait une question qui était sur l'utilité des réunions, effectivement des rencontres. Alors, il faut dire une chose, c'est que si on prend strictement cette question, et Kako Mboupa aurait été, je vous assure, extrêmement intéressant à ce niveau, parce que on en a beaucoup discuté, et lui il a participé aux réunions avec les chefs d'État, et à chaque fois il me dit, écoute, on va à une réunion de l'UMOA, tous les chefs d'État de l'UMOA disent, c'est très bien, ça marche bien. Une semaine après, on va à la réunion de la CEDEAO. Tous les chefs d'État disent, c'est la monnaie unique de la CEDEAO qu'on recherche. Ce sont les mêmes. Exactement les mêmes. Bon, donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part. Parce que, alors, ils respectent un agenda, il y a une espèce de crédibilité ou d'honorabilité à avoir, il faut maîtriser un certain discours pour devenir ministre de ci, pour devenir président, voire présidentiable, et donc ils vont toujours faire ce discours. Mais, et c'est ça le sens aussi de la servitude monétaire, c'est d'abord effectivement une servitude intellectuelle et une servitude humaine volontaire. Pourquoi? Parce que on a eu un président qui a dit il n'y a pas très longtemps, oui, il faut qu'on change de monnaie, etc. Vous savez, les Français, le ministre des Finances a dit, des Français, il a demandé à son représentant à la réunion du CFA, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à dire? Il a dit qu'il n'y avait rien à dire. Donc en réalité, son problème, ce n'était pas du tout le CFA. C'est-à-dire que c'était des appels qu'ils font de temps en temps pour d'autres raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le CFA. Et ça, il faut qu'on ait aussi l'honnêteté de dire, d'accord, c'est un système qui globalement ne peut pas ne pas profiter à celui qui l'a créé, sinon il l'aurait arrêté. Mais on a aujourd'hui des forces de résistance beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine, qui sont des forces de résistance africaines. Et ces forces-là, elles sont... C'est-à-dire qu'elles pourraient même être aujourd'hui, elles pourraient tenir le bastion plus longtemps que certaines forces européennes. Je vous prends un exemple très simple. Octobre 2012, le président français, François Hollande, à Dakar, il dit très clairement, la phrase est limpide, limpide. Il dit le franc CFA devrait servir aux Africains et ils devraient davantage utiliser la réserve pour l'emploi et pour l'activité. Il le dit, mais vraiment il n'y a pas d'ambiguïté. Devant donc les responsables africains, les présidents africains, quelle a été la réaction des Africains? Aucune réaction. Donc on laisse comme ça. D'abord parce que certains en profitent à titre personnel. Comme vous savez, une institution comme je crois que la BCAO, vous n'imaginez pas les émoluments. C'est-à-dire qu'il paraît qu'ils ont une tradition là-bas qu'ils appellent, je crois, le cadeau du gouverneur. Quand vous quittez, quand vous partez à la retraite, on vous donne comme cadeau l'équivalent de tous les salaires que vous avez touchés pendant que vous travaillez. En plus de la retraite. Hein. La retraite, c'est après.
Donc, quand les gens vivent dans un tel confort, à un moment donné, même si ça va à l'encontre des intérêts du peuple, bon, ben, ils pensent à eux. Cette dimension est très présente. La dimension du suivisme est présente, la dimension aussi de la docilité. C'est-à-dire, quelquefois, on se dit, il ne faut pas déplaire au maître. Mais ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'à plusieurs reprises aussi, parce que moi je suis fondamentalement critique, mais je voudrais que ma critique soit d'abord une critique honnête. C'est-à-dire que quand vous critiquez sur des mauvaises bases, je veux dire, il doit vous manquer une certaine satisfaction, même humaine. Il faut dire aussi qu'il y a des Français qui ont dit que c'était pas un bon système. Même en 1994, il y a des administrateurs français qui ont dit, écoutez, si on doit laisser les Africains aller avec le FMI, être dirigés par le FMI, ça ne sert à rien qu'on continue de les tenir par le franc CFA, autant qu'on les laisse gérer eux-mêmes. Et ceux qui étaient les plus contre ces questions-là, leurs héritiers disent encore la même chose aujourd'hui. Merci. On va écouter tout de suite Kako Nabupo, ancien ministre du Togo, économiste, tout de suite. Merci, Steve. Défi. Ça pourrait mieux fonctionner. Commerce intra-régional. C'est-à-dire que 70 ans après... Ce franc CFA est un obstacle au développement des pays qui l'ont pour monnaie. Disons qu'il y a 4 défis que pose le franc CFA, rapidement. Le premier défi, c'est la faible part du commerce intra-régional. C'est-à-dire que 70 ans après la création du franc CFA, donc le 26 décembre 1945, la part du commerce intra-régional est toujours inférieure à 15% dans nos pays, contre plus de 60% dans la zone euro. Or, il n'y a pas de raison, lorsqu'on n'échange pas, de partager la même monnaie. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi de la compétitivité. Quand des économies faibles comme les nôtres sont rattachées à une monnaie forte comme le CFA, qui est en arrimage fixe avec l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ben, ça agit comme des subventions sur nos importations et des taxes sur nos exportations. C'est-à-dire qu'on a des balances commerciales structurellement déficitaires. Est-ce que vous pouvez détailler des subventions sur vos importations et des taxes sur vos exportations? Vous pouvez expliquer ça? Oui, c'est que vous avez l'impression d'être riche lorsque vous avez une monnaie forte. Donc, plutôt que de produire vous-même ce dont vous avez besoin, vous êtes tenté d'importer ce que les autres produisent, notamment les produits chinois. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et lorsque vos producteurs de coton veulent exporter leur coton, ben, comme la monnaie internationale, c'est le dollar, et qu'elle est faible par rapport à l'euro, vous avez des coûts de production en euros CFA, mais vous vendez en dollars. Ce qui fait que vous n'arrivez jamais à dépasser la zone de coût fixe. Donc, vous ne pouvez pas être compétitif. C'est un problème de nature structurelle. Le troisième défi, c'est qu'il y a un sous-financement chronique des économies de la zone CFA. Le ratio crédit sur PIB est de 23%. Attendez, là vous êtes très technique. Le ratio PIB sur... Le crédit sur PIB, oui, qui donne un peu le degré de liquidité d'une économie. C'est les prêts qui sont accordés voilà, par les banques rapportés à la richesse voilà, du pays. Exactement, c'est-à-dire que les banques ne prêtent pas. Et quand on compare avec l'Afrique du Sud, qui a un ratio de 155%, ou même la zone euro, c'est supérieur à 100%, on se rend compte que les économies de la zone franc sont des économies de troc. On échange des moutons contre des poulets. Il n'y a pas d'argent qui circule. Vous pensez que c'est lié à l'existence du franc CFA oui, parce que si vous ouvrez les vannes de crédit, comme nous importons beaucoup, parce que nous produisons très peu, ben, ça fait fuir les devises. Et à un moment donné, nous ne pouvons plus supporter le taux de change entre le CFA et l'euro. C'est purement mécanique. Et le quatrième défi, qui est d'ailleurs lié au troisième, c'est que nous avons choisi d'avoir des politiques monétaires de pays riches, notamment des pays de la zone euro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambition de croissance économique. Tout ce que nous faisons, c'est l'arrimage. Comment est-ce que vous pouvez dire ça alors que tous les pays africains ont des programmes d'expansion économique? Je pense à la Côte d'Ivoire, à votre pays, le Togo, et à bien d'autres. Mais non, c'est simple, c'est ce qu'on appelle l'incohérence des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine facilité à se réfugier derrière l'euro et à s'interdire d'avoir une réflexion endogène sur la manière dont
Voilà, on a écouté Kako Naboupo, économiste, ancien ministre de la prospective du Togo. Maintenant, on va donner la parole à la salle, à ce stade de la réunion, si vous avez des interventions, des questions à poser aux conférenciers ou simplement votre propre avis à donner sur ce sujet. Voilà. Bonjour la salle, je ne sais pas si je dois me lever ou si je dois rester. Enfin, si vous êtes plus confortable debout, vous pouvez vous lever, mais sinon... Mais ça dépend que je sois debout. On voit bien. Que je sois assis, ça n'empêcherait pas de dire ce que je veux dire. Ah ben, merci. Je m'appelle Toussaint Adiati, je suis docteur en histoire contemporaine et journaliste Diaspora News. D'abord, ça va être une contribution avant de poser en deuxième partie de mon intervention une ou deux questions. Ces derniers temps, depuis une semaine exactement, il y a eu tellement d'événementiel, comment dirais-je, un intérêt important de la part des Européens, notamment de la France et de ses entreprises, à l'égard du continent. Cela pour dire que jeudi dernier, j'étais au palais Iéna, les rencontres Africa 2016 organisées par notre compatriote Lionel Zissou, où il y avait 3000 entreprises qui étaient présentes pour parler de comment il faut aller investir en Afrique. Et je vous assure, à aucun moment, personne, je dis bien personne, n'a posé le problème du franc CFA ou du rapport entre le franc CFA ou bien avec le dollar ou bien avec l'euro. Personne. Mais ce qu'il faut retenir de cette rencontre, de cet engouement où l'Afrique a été élue terre de business, c'est que les conditions, aussi bien juridiques, économiques, pratiques, sont réunies aujourd'hui pour qu'on aille chercher, pour qu'on aille investir de l'argent sur le continent, pour en gagner davantage. Et après ça, hier j'étais à l'OCDE, où il a été question de voir dans quelle mesure il faut développer les villes africaines pour toujours le développement économique du continent. Et dans toutes les interventions des ministres de l'économie, des maires, que ce soit du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, et puis d'ailleurs, il n'y a jamais eu le problème de franc CFA, parce que lorsque nous parlons du développement, quels que soient les angles que nous attaquons du problème, il y a toujours l'échange de monnaie qui intervient. Et les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, mais à aucun moment de tous ces ministres, grands ministres venus des grandes villes africaines ainsi que les maires, n'ont jamais posé le problème. Et le soir de ce jour, je me suis retrouvé aussi dans les afters de SIPA où j'ai rencontré les mêmes dirigeants, que ce soit de Bolloré, que ce soit d'autres grandes entreprises qui sont toujours intéressées par l'Afrique, mais qui n'ont jamais dit pourquoi on va toujours investir en euros en défaveur de la monnaie franc CFA, etc. Et moi, je me réjouis que le problème de franc CFA se pose. Et profane que je suis dans ce domaine, je réfléchissais, parce qu'il m'arrive, excusez-moi d'être un peu long, il m'arrive des moments où
quand je n'ai plus rien à faire, je m'évade dans mes réflexions et dès que j'atterris, je partage avec d'autres amis. Je me suis dit, au moment où on utilisait au moment où il y avait le franc français, nous on avait le franc CFA. Et déjà à l'époque, le franc français était le double ou le quadruple du CFA. Et un matin, on a fait une dévaluation. Zéméliga le dit, c'est pas, on a pris 2 repères seulement pour dire que 2 fois ça a été dévalué, mais que c'est du fait que c'est arrimé, c'est plus de 10 fois. Bien. Mais il faut remarquer que lorsque la France ou l'Europe tout entière est passée, ou une grande partie de l'Europe est passée à l'euro, le franc CFA n'est plus dévalué à 50% ou à 100%, mais c'est plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, 1 euro égale à 665 francs CFA. Donc le problème est plus grave que ça. Et la fois dernière, il y a eu des interventions sur RFI que j'ai suivi, qui dit que l'Union africaine veut maintenant remettre à jour un projet de monnaie, de la création de monnaie de la zone qui existe depuis plus de 30 ans. La question est de dire ce soir. Moi, en arrivant ici, je me dis, en tant que profane, je vais sortir avec quelques notions de base. Mais c'est de nous dire, d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour créer une monnaie? Est-ce que le franc CFA, parce que le débat que j'entends ici, c'est intéressant, hein, mais il y a des données techniques, quoi, qu'on peut mettre en place pour vraiment éclairer tout le monde ici. Parce que si le débat se passe comme ça se passe, où on sort les thèmes techniques, les thèmes appropriés, dont le public n'est pas un initié, on va tous partir encore avec des confusions dans la tête. Pour créer une monnaie, il faut ceci. Est-ce qu'à l'époque de la création du franc CFA qui date de 1945, est-ce que nous avons ces capacités? Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du temps, compte de nos rapports, compte tenu du fait que le monde est devenu un petit village où personne ne peut plus vivre en autarcie, nous avons les moyens pour créer. On en parlera tout à l'heure. Dans la troisième partie, on parlera des alternatives au franc CFA, notamment. Autre intervention, allez-y. Merci. Bonjour, je suis Roger Chana. Je voulais d'abord remercier Martial Zebellinger parce que c'est énorme. En venant ici, je me suis posé la question, si nous sortions du franc CFA, est-ce que l'économie française allait s'écrouler? Parce qu'on a souvent dit qu'on garde le franc CFA qui bénéficie seulement à l'économie française. Et quand je regarde, je me dis, ce n'est pas les réserves déposées dans les comptes d'opération qui faisaient fonctionner l'économie française. Mais le fait de révéler que... Parce qu'on en parlait à un moment de l'omerta. Personne ne voulait étudier ces questions. Les Joseph Tunian-Komou qui ont essayé, il paraît même qu'ils ont été menacés. C'était l'enjeu énorme de la France de garantir cette zone pour pouvoir, comme vous l'avez dit, s'approprier des matières premières. C'est une grande... Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Je me disais toujours, c'est des débats... Mais je suis content d'être venu aujourd'hui. J'ai appris que pourquoi la zone CFA ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir la zone CFA aujourd'hui. Parce que si ces intérêts sont énormes pour la France, ça sera difficile. Je prends cette image de quelqu'un qui est enfermé dans une maison. Si la personne vit bien dans sa maison, pourquoi en sortir? Mais si la personne se met à tambouriner devant la porte, on se dit, mais qui a fermé? Pourquoi on a enfermé? Est-ce que la personne n'a pas la clé pour sortir? Et si même comment pourra-t-on négocier avec la France pour pouvoir sortir de la zone CFA? Parce que je suis sûr qu'on ne pourra pas sortir seul. On ne pourra pas défoncer la porte. Parce que même si on défonce la porte, après on n'aura plus de barrières. Je veux dire, si on crée notre propre économie, il faudra la consolider, il faudra la conforter. Merci beaucoup. Merci.
Merci, merci beaucoup. Si on peut juste être... Voilà. Votre intervention. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Patrick Dadi. Je suis en charge de la commande publique à la mairie de Sémandé. Je retiens de l'intervention de M. Zebelinga et de M. Azib, excusez-moi, je me suis rappelé. De M. Zebelinga, il dit qu'il faut faire de la rétrospective du franc CFA pour se mettre en perspective. Je résume. Et M. Ndé nous dit, en fait, il faut avoir une approche un peu plus endogène du CFA pour savoir vers quoi on veut aller. Donc finalement, faire de la rétrospective, c'est finalement se dire d'où vient le CFA et vers quoi on veut aller. Mais ce vers quoi on veut aller, en a-t-on les moyens aujourd'hui? Première question. Deuxième question, on a affaire à des politiques qui sont complètement corrompues, n'ayons pas peur de le dire. Et on a affaire à des politiques qui ne disent pas la vérité au peuple. Et ce peuple est complètement, analphabète en matière monétaire. Comme nous, on se dit profane ici aujourd'hui. Le peuple n'a la vision du CFA que vis-à-vis de la monnaie, de l'argent qu'il utilise. Il ne se dit pas qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu pour construire une monnaie, pour la créer et pour la gérer. Mon précédent disait tout à l'heure, si on enfonce la clôture, mais on n'a plus rien pour s'abriter une fois qu'on l'a enfoncé. Donc il faut avoir de la perspective après avoir fait cette rétrospective. Mais du coup, le caractère endogène de l'affaire, c'est de dire, est-ce qu'on veut vivre en vase clos une fois qu'on aura créé notre monnaie, ou on veut continuer à coopérer avec le monde? Aujourd'hui, notre intermédiaire par rapport au monde, c'est la France. Si on est contre la France, on n'est pas contre le monde. Je veux dire, ce serait illusoire de penser qu'aujourd'hui, en étant contre la France, on va s'entendre avec les Américains ou les Allemands. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a une blague qui dit un Français et un Allemand ne s'entendent pas, mais quand ils sont en Afrique, c'est les meilleurs amis. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait nous expliquer, effectivement, c'est de nous dire, mais le franc CFA, si on en sort, comment on fait? On revient au Cori? On revient au troc? Comment on fait pour prendre nos avions pour venir ici? Que fait la diaspora une fois que le franc CFA aura disparu? Non mais entendons-nous bien. Moi je veux construire ma maison au Bénin, j'ai besoin de ce CFA. Non mais soyons terre à terre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et à quand véritablement une monnaie démocratique pour éviter que ces politiques viennent à Bercy raconter n'importe quoi, complètement à l'encontre de ceux qui font croire là-bas en Afrique pour prendre le pouvoir, et de ne même pas parler de monnaie quand ils font campagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, vous allez avoir une réponse groupée. Bonjour. Excusez-moi, en fait, moi j'avais juste une petite question. Vous présentez rapidement. Eric Ama, chef d'entreprise, master en finance, congolais, français, congolais. Ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est le franc CFA a-t-il déjà été une monnaie africaine au départ ou pas? Parce que quand je vois franc CFA, je vois colonie française d'Afrique, c'est une monnaie française en fait à la base, depuis le départ. Donc ça n'a jamais été une monnaie africaine. Donc déjà là on a un problème, mais après, c'est vrai comme il dit, et tout, quand on veut changer quelque chose, il faut d'abord savoir ce qu'on va mettre à la place avant de le faire. Parce que si ça commence à être comme on fait chez nous en Afrique, quand lors d'une élection, on élit celui qu'on ne veut pas, on chasse celui qu'on ne veut pas pour que ce soit un autre parce qu'on en a marre de le voir depuis là trop longtemps, c'est pas un programme politique qui guide en fait ces élections-là. Donc en fait, ça c'est ma première question. Qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on a déjà eu quelque chose avant? Première question. Deuxième question, il faut expliquer exactement c'est quoi une monnaie, parce que la monnaie, c'est juste en fait ce qui vient après le troc. Hein. Je veux dire, quand on dit ça prend un domaine vaste, c'est pas seulement l'économie, parce que c'est la capacité d'agir et d'interagir une monnaie en fait. C'est-à-dire dans tout, ça rentre dans tous les aspects d'une vie. Comme on disait et tout, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, fais du droit, parce que tu le retrouves à peu près dans tous les endroits où on fait du droit. Et si tu veux faire vraiment, tu sais pas ce que tu veux faire, c'est un peu mon cas, tu fais finance, parce que partout dans la planète, il y a la finance. Et quand moi, dans ma formation, on parle de finance, on joue beaucoup avec tout ça, en fait. Et avant d'arriver au terme technique de la monnaie, jouer les changes, je vous ai écouté et tout, il faut d'abord repartir au départ. C'est quoi une monnaie et à quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'il faut comme condition pour sécuriser, en fait,
la mise en place d'une monnaie? Sur quelle garantie on se pose? Comme on dit en État, c'est quelque chose. On va y arriver tout à l'heure, parce qu'on parlera des alternatives. Mais vous savez, même avant les alternatives, d'abord savoir d'où on vient, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vient. Mais cela dit, vous pouvez poser cette question aux Nigériens ou aux Ghanéens qui ont leur monnaie. Hein. Ils ont les réponses. Hein. Les réponses sont disponibles en Afrique. Hein. Ça, c'est autre chose, parce que le franc CFA, ça... On continue à prendre des questions, Francis? Bien sûr. Oui, bonjour et merci à nos deux intervenants qui ont fait des brillantes interventions. Je suis Diogène Séni, je suis président de la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation panafricaniste politique. En fait, je voulais livrer par rapport à ce qui a été avancé sur le pourquoi les politiques ne suivent pas. Nous avons souvent été contactés par des oppositions africaines, donc qui se battent contre les régimes en place, puisque nous avons des sections sur le continent. Je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout un secret, hein, puisque nous avons publié, comment on appelle ça, une mise au point. Nous avons été contactés par exemple par l'opposition congolaise qui mettait une plateforme à Paris contre le régime de Sassou Nguesso pour pouvoir contribuer évidemment à se mobiliser. Nous avons lu le référendum, enfin le mémoire le mémorandum qui a été envoyé. Nous avons fait une proposition, nous avons dit que nous étions d'accord avec tout ce qui était listé par les oppositions africaines, en particulier sur les injustices, les abus de pouvoir, la violation des libertés et tout. Mais nous constations que ces mémorandums ne traitaient pas des problèmes structurels, de fond, en particulier la question du franc CFA et bien d'autres, bien entendu, et que nous voulions suivre ces mouvements, mais à condition qu'on prenne aussi en compte ces questions, c'est-à-dire qu'on demande par exemple les états généraux de la nation, nous voulons qu'il y ait des états généraux par exemple du développement, comme ça, ou encore de la souveraineté, parce que c'est quand même pas normal que les pays qui ont été privés de souveraineté pendant tant de siècles ne puissent pas à un moment donné se questionner, est-ce que cette souveraineté existe ou pas? Plus personne. Plus personne. Alors, tout à l'heure, on a par exemple évoqué la question de la dévaluation de 1994. La dévaluation de 1994, c'est à la demande du FMI, qui en fait utilise le pouvoir français au sein du FMI pour pouvoir évidemment accélérer la dévaluation, mais pour autre chose, c'est pour augmenter les exportations et avoir les devises et payer la dette extérieure. Et ce que je voulais dire en particulier, c'est que nous, qui nous présentons comme des panafricanistes, nous connaissons les limites et les obstacles, à la fois par rapport à la servitude volontaire dont parlait Martial tout à l'heure, mais le vide politique que nous, panafricanistes, nous créons. Nous voulons changer un système, nous demandons à ceux qui permettent à ce système d'exister, de le faire à notre place. Je ne comprends pas cette façon de faire la politique par procuration. Tout ce que nous disons est éminemment politique. Mais où sont les panafricanistes? C'est même injurieux pour les panafricanistes de voir Ali Bongo d'être comparé aux panafricanistes d'aujourd'hui. On a beau se plaindre. C'est Chavez qui a rendu comment on appelle ça, qui a rendu au bolivarisme ses lettres de noblesse. Le bolivarisme a été aussi traîné dans la boue comme le panafricanisme aujourd'hui. Mais ce panafricanisme-là, aujourd'hui, va continuer à essuyer toutes ces critiques tant que nous ne rejoindrons pas le champ politique pour nous battre aux côtés des populations. Et je pense que cet enjeu est très important. Sinon, on peut faire, effectivement, il faut le faire, comme l'étudiant l'ont fait, comme le professeur Agou le fait, comme Oseni Afana. Oseni Afana était politique. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce volet politique, ce confort que nous avons, à ne poser ce problème que sur un plan soit culturel, soit économique, sans toucher. Est-ce que l'on peut avoir une monnaie sans avoir le pouvoir politique? C'est fondamental. Donc ma question est celle-là. Il faut absolument, à mon avis, que ce volet soit débattu aussi, parce que ça nous met devant nos responsabilités. Est-ce que nous sommes capables d'affronter ce système avec l'intelligence, bien entendu, politiquement? Merci. Merci. Une dernière intervention, s'il vous plaît. Je vous remercie déjà pour votre livre que j'ai eu à lire, la première partie juste. Je m'appelle Chepi Patrick, je suis ingénieur BI.
Et j'avais quelques questions, notamment, tout à l'heure vous avez parlé de réserve. Pourquoi Hollande dit en fait que les pays africains doivent utiliser leur... Dans quel sens Hollande dit que les pays africains doivent utiliser leurs réserves pour développer leur économie? Mais la question que je me pose, en voyant les déficits chroniques, comme l'a dit Kakou Nabuko dans sa vidéo, des économies qui sont structurellement déficitaires, quelles réserves avons-nous encore? Et la deuxième question, c'est en voyant tous les programmes, je suis Camerounais, chez nous on a émergence 2035, je n'y crois vraiment pas, mais bon, au Sénégal on a émergence, je ne sais plus quelle année, Gabon on a émergence. Voilà, des programmes, on a des programmes qui accentuent encore le déficit des balances courantes, qui déstabilisent encore les économies. Pensez-vous qu'avec ce rythme, on ne court pas vers une crise économique grave, plus grave même que celle des années 80? Et quelle solution, comment dirais-je, conseillez-vous à ces populations qui n'ont pas d'analyse, qui n'ont pas la capacité d'analyser l'économie? Parce qu'il ne faut pas se voler la face, tel que les politiques ont décidé de gérer le pays, rien ne va changer. On va aller laisser triste, mais il faut proposer des choses à la population pour qu'elle puisse, comment dirais-je, atténuer le choc. La deuxième, non pas la deuxième, je vais donner une deuxième. La troisième question, c'est notamment au niveau des élites. Vous avez parlé tout à l'heure de la trahison des élites, des dirigeants africains qui mentent à leur population. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils mentent. Ils le font depuis. Mais qu'est-ce que ceux, par exemple, de la diaspora font? C'est bien beau de dire qu'ils mentent. C'est bien beau de... Les Chinois n'ont pas attendu de dire, par exemple, que celui qui est à Taïwan mentait, qu'il était soutenu par les Américains, ils se sont organisés. Ils ont mis des choses en place. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation de la diaspora. Je suis Camerounais. Il n'y a aucune organisation de la diaspora camerounaise ou sénégalaise, pourtant les Sénégalais sont les plus nombreux en France, ou nigérianes, qui structurent les choses pour contrecarrer en fait tout cela. Non, je m'explique. Je vais prendre le cas gabonais. J'ai vu sur Internet beaucoup de non à la forfaiture, non à Ali. Ils ont même manifesté. Mais est-ce que c'est ça qui fait avancer les choses? Ce n'est pas ça. On a beau, ce n'est pas ça qui fait avancer les choses parce que le gars est toujours là. Il a prêté ses noms. Ça, c'est aujourd'hui, ceux qui avaient les photos sur Twitter, ils les ont retirés. Donc, on va encore vers 7 ans d'Ali Bongo, on va encore continuer ainsi. Mais qu'est-ce que vous, comment dirais-je, conseillez en termes d'organisation? Merci. On va écouter la réponse groupée. Synthétique. On va écouter Martial Zebediga et ensuite Aziz Bougué. Voilà, Martial, vous passez votre tour. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, disons qu'il y a vraiment... je n'aurais pas pu imaginer l'éventail des questions et leur qualité. Donc ça va être difficile de faire du point par point, mais il y a des points sur lesquels on va être très très vite d'accord. Je pense. Le premier point, c'est est-ce qu'il y a une dimension politique? À l'évidence, oui. 10 000 fois oui, 100 000 fois oui. Est-ce qu'il y a une seule façon de faire de la politique? Là, je dis non. À l'évidence, non. Je vais vous prendre si vous regardez allez, on va dire, le cycle de l'occurrence du mot franc CFA dans la politique africaine et dans la politique même française. Vous remarquerez que, prenez le journal Le Monde, Le Monde Afrique, ce que vous voulez, il y a eu au moins 3 articles, au moins 3, sinon 4 articles là dans les 2-3 derniers jours sur le franc CFA. Ils ont parlé de notre livre, ils ont dit si, bon, il y a les pour, il y a les contre, etc. Vous prenez la réunion des ministres il y a 6 mois, on ne parlait pas du franc, il n'y avait pas autant, mais il y avait déjà des réponses. Vous prenez il y a 5 ans, là, 5 ans c'était carrément l'omerta, voyez-vous. Et pourtant, il y a 5 ans, il y avait encore plus de raisons parce qu'il y avait beaucoup plus de réserves. C'est-à-dire que si on prend le début des années 2000 jusqu'aux années 2012-2013, il y avait en moyenne autour de entre 10 000 milliards de francs CFA et 10 et 15 000 milliards de francs CFA
en général sur le compte d'opération. C'est-à-dire logés, non pas à la Banque de France, comme ça a été dit, au Trésor public. Et là, le travail politique, là, il y avait beaucoup plus d'arguments et beaucoup plus de force à ce moment-là pour réagir politiquement et de façon citoyenne. Est-ce que ça avance? Je vais vous faire remarquer qu'il y a eu en 2015, avril 2015 au Cameroun, une manifestation. Bon, c'est quelqu'un qui est sorti, il avait des t-shirts, il avait des gens qui le suivaient contre le franc CFA, à bas le franc CFA. Certes, on l'a arrêté, on l'a empêché de, mais il a fait sa manifestation. Idem au Togo, il n'y a pas de Togolais dans... Si, il y a au moins un Togolais dans la salle, voilà, et quelques-uns. Donc, au Togo aussi, il y avait Kako en vidéo. Il y avait Kako aussi, donc le Togo est toujours présent. Donc, il y a eu aussi une manifestation, toujours en 2015, par quelqu'un qui a une association, au nom d'une association, je crois, Martin Luther King. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a fait également une manifestation contre le franc CFA. En décembre 2015, en France, il y a des Africains qui sont allés marcher devant les usines du franc CFA à Chamelières. Donc il y a quand même un mouvement social qui commence à naître. C'est juste pour dire que tout ce qu'on fait, mine de rien, n'est pas inutile. Et vous n'êtes pas toujours obligé d'occuper un poste. Vous n'êtes pas toujours obligé d'occuper un poste pour mener la politique que vous voulez mener. Et d'ailleurs, je pense de plus en plus que vous menez... Il y a plus de chances que d'imposer votre politique quand vous êtes en dehors des cercles de pouvoir que quand vous êtes au pouvoir. Parce que vous êtes capable, si vous êtes capable de créer un consensus sur des idées et qu'on ne vous voit pas simplement comme quelqu'un qui va être un profiteur et un exécutant de ces idées-là. La preuve, elle est très simple. C'est que ça fait je ne sais pas combien de temps que de plus en plus, on reparle du franc CFA. Des gens qui n'en parlaient jamais, où on était d'accord pour ne rien dire, on en parle de plus en plus. Donc il y a quand même un travail, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge. Et je peux même vous le donner, alors je ne vous le donne pas parce que je ne l'ai pas, mais on sera surpris un jour lorsque la France décidera, elle, de lâcher le franc CFA. Parce que, vous savez, de toute façon, quand vous avez des pays qui cherchent leur intérêt, ils font des calculs, ils imaginent des schémas, ça ne veut pas dire qu'ils perdront. Ça ne veut pas dire qu'ils perdront, mais ils comprendront que... Prenez l'exemple, exemple simple. Quels sont aujourd'hui les pays avec lesquels la France a le plus de relations en Afrique? Ce ne sont pas les pays de la zone franc. Aujourd'hui, c'est des pays comme le Nigeria, c'est des pays comme l'Angola, et même les pays d'Afrique du Nord. L'Afrique du Sud, bien évidemment. Et je vous rappelle une chose, les pays d'Afrique du Nord, ils avaient le franc colonial, ils avaient le franc des colonies. Quand ils sont devenus indépendants, ils en sont sortis. Ça n'empêche pas aujourd'hui la France d'avoir les meilleures relations avec eux. Madagascar avait aussi le franc des colonies. À son indépendance, Madagascar a dit, bon, ben, je vais avoir ma banque centrale. Ils avaient déjà leur banque centrale et ils ont gardé leur monnaie qui est aujourd'hui l'ariari. Donc en fait, souvent, c'est nous-mêmes qui, soit nous continuons de nous fixer des barrières, soit nous fantasmons. Je ne veux donc pas rentrer dans la technique de la chose. Je veux juste vous dire une chose. Je pense très modestement que si l'Afghanistan peut avoir sa monnaie, si Wallis, mais avec tout le respect que j'ai pour les Afghans, si Wallis et Futuna peuvent avoir leur monnaie, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué pour le Bénin, le Togo, le Cameroun ou le Niger d'avoir techniquement une monnaie. Mais pour vous rassurer, il y a des usines de fabrication de billets au Ghana, en tout cas au Nigeria il y en a. Le leader mondial de l'impression des billets, les billets de banque, il a des usines au Kenya. Ça veut dire que ce n'est quand même pas un savoir-faire inaccessible aux Africains. Et pour vous convaincre encore plus, je vous rappellerai une chose. Dans les fin des années 90, les imprimeries de la Banque de France sont tellement inefficaces, c'est-à-dire qu'elles ont des gros problèmes de productivité, que des députés français demandent même à quoi elles servent. Ils disent, et ça c'est dans les rapports à l'Assemblée, les questions à l'Assemblée, on peut encore les retrouver, ils disent que les imprimeries françaises sont 3 fois plus chères que les imprimeries britanniques. Et qu'est-ce qui se passe au début des années 2000?
au début des années 2000, la BEAC va passer une commande tellement importante aux imprimeries de la Banque de France que les imprimeries de la Banque de France ont failli ne pas accepter la commande. Ça, vous le retrouvez dans la presse, même si vous ne dites pas toujours tout. Vous regardez Chamelière, Hôtel, j'ai oublié le nom. Ils ont dû doubler les cadences de travail pour répondre à la demande de la BEAC. Ça veut dire que nous avons, au-delà de ce qu'on a dit jusque-là, on a un espace qui subventionne littéralement des industries non efficaces et non compétitives européennes et françaises. Mais quand même, est-ce que nous on est à un tel point de suremploi qu'on ne peut pas faire ce genre de choses chez nous? Je ne pense pas. Fabriquer une monnaie, vous n'êtes pas obligé de tout fabriquer. Le papier de la monnaie, hein, c'est un papier un peu particulier. On utilise beaucoup le coton, par exemple. Donc, il y a du coton dans toute l'Afrique de l'Ouest. On peut transformer cette partie. Il y a des domaines qui sont stratégiques. Tout n'est pas stratégique dans la fabrication d'un objet. Il y a des domaines comme le cryptage. Vous voyez, c'est pour trouver les hologrammes, pour que ça ne se falsifie pas facilement. Mais ça, vous pouvez faire ailleurs, en France, ou si vous voulez, ou en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, ou dans d'autres pays africains. Donc, il n'y a absolument rien techniquement d'infaisable. Ça, il faut vraiment, c'est une question qui est vite résolue. Je vous ai dit qu'en termes d'intérêt, si c'était la question simplement de la France a des intérêts dans le monde entier, et elle a des intérêts en dehors de la zone franc. Donc, il n'y a pas de raison que les pays dits de la zone recherchent leur propre intérêt tout à fait naturellement. Et de plus en plus de gens, au sein de la France, le conçoivent aussi. Il y avait une question qui portait... Donc ça, c'est pour parler des intérêts de la France. Et bon, pour la question de l'élite, il faut quand même dire une chose, c'est que... Alors, la monnaie ne peut pas tout faire. La monnaie ne résout pas tous les problèmes, et la monnaie n'est pas la cause de tous les problèmes ou la solution à tout. Ça, c'est un fait. La monnaie pose aujourd'hui en particulier un problème, d'abord de souveraineté, et c'est tout à fait normal que les Africains y tiennent, parce que la souveraineté en tant que qualité fait partie du bien-être des êtres humains. Donc, on ne peut pas dire que c'est une question de rêveur. Donc, la question de la souveraineté est importante. Mais ce n'est pas tout. La monnaie ne fait pas tout. Prenez le yuan. Alors certains ont dit, oui, les Chinois, ils ont juste dévalué leur monnaie, et puis ils ont exporté, ils font du dumping, certains disent ça. Mais il faut voir que la Chine, c'est aujourd'hui la puissance qui fabrique le plus d'ingénieurs, le plus de PhD, quand je prends en Chine d'abord, mais également en diaspora. La Chine dépose énormément de brevets, très concrètement. Ça veut dire que lorsque la Chine bâtit une stratégie, c'est-à-dire on dit bon, on va avoir une monnaie relativement faible, c'est parce qu'elle sait qu'elle a des gens qui sont capables de produire des biens et services qui seront exportables dans telle et telle condition. Donc en réalité, la monnaie rentre dans un ensemble institutionnel qu'on doit rendre cohérent. C'est pas juste une chose. Si on dit ok, on va sortir, mais qu'on n'a rien d'autre comme alternative, si vous voulez, directement, économiquement, ça ne changera rien, ça va peut-être nous apporter des problèmes, mais en termes d'indépendance, c'est toujours important. C'est-à-dire un pays qui est indépendant, il n'y a pas de colonie prospère, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de colonie prospère. On va faire une pause. Pour faire un alternative. Vous allez pouvoir revenir là-dessus peut-être après la pause. Okay. On va donner la parole à Aziz aussi. Merci Aziz. Oui, en général, quand on se réunit entre Africains ou pour parler de l'Afrique, il y a une part de catharsis, une autre de thérapie et une autre vraiment de transcendance au sens de ce que nos ancêtres d'Égypte ont inventé avec le Dieu unique et que le vaudou exalte par ailleurs. Je veux dire que on est toujours en train de penser que ce n'est pas possible pour des raisons simples, c'est-à-dire que c'est l'univers mental qui est carcéral de nos esprits parce qu'on n'a pas été autonomisé dans la pensée du monde, parce qu'on ne pense pas le monde en Afrique. Les instituts de relations internationales qui sont installés ou qui sont créés en Afrique ne sont pas conçus pour penser le monde, pour avoir une pensée géopolitique, géostratégique et géoéconomique sur le monde. Les dimensions qui concernent la guerre économique, personne ne peut en parler au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Pourtant, la guerre économique est celle qui gouverne les relations économiques dans le monde.
la question de la puissance, les questions d'influence, de soft power. Personne n'en parle sur le continent. Pourtant, précisément, quand les Français se réunissent à l'Institut des hautes études de défense nationale, quand ils montent des magazines comme Conflit, ils réfléchissent, ils sont obsédés par la question de la puissance. Oui, la puissance, l'influence. Quand Lionel Zinsou et Hubert Védrine font un rapport, c'est parce qu'il y a un décrochage de la France dans son précaré, pour des raisons qui sont longues, qu'on ne va pas expliciter ici. Ils se disent, comment on va reconquérir des parts de marché sur le continent? Ce n'est pas pour le développement de l'Afrique, ce n'est pas pour que l'Afrique rayonne, mais c'est pour que la France reprenne des parts de marché, taille des croupières aux Chinois, qui sont passés de 4 milliards de dollars à plus de 20 milliards de dollars comme premier partenaire commercial du continent. Voilà la source de la fondation Africa-France, qui est à l'origine d'Africa 2016. Autant Roger Tchana le disait pour l'explication sur l'uranium, autant aussi il faut que chaque Africain francophone ou qui a des relations avec la France puisse aller au-delà de ce qui est dit. Quand Michel Sapin tient un propos, quand Nicolas Sarkozy tient un propos, quand François Fillon tient un propos, notamment à Yaoundé, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, en 2009, il a dit devant tout le parterre du gouvernement, devant tous les étudiants, qu'il n'y a jamais eu de guerre de la France au Cameroun. Jamais eu. Pourtant, Michel Debré a écrit là-dessus. Pourtant, il y a un ouvrage qui s'appelle Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui ont pignon sur rue à Paris. Mongo Betty a écrit Main basse sur le Cameroun. François Maspero qui a publié Osende Afana et un certain nombre de personnes, comme Pierre Moussa, dont on a parlé tout à l'heure, ont écrit de manière absolument aboutie. Il y a des revues comme Percé en France, à Paris, dans le quartier latin, qui ont mis au jour, comme le journal L'Humanité, les mécanismes qui sont à l'origine justement de ce contrôle ou de cette obsession du contrôle de la zone franc. Nous avons des drapeaux, nous avons des hymnes, nous avons des équipes nationales, les zèbres, les lions indomptables, les fennecs et tout ce que vous voulez, les sao. Mais la question de la souveraineté reste une question fondamentale au même titre que celle de la pensée stratégique du monde. Puisque si nous n'avons pas ces éléments que nous travaillons en amont, on va toujours aller dans des réunions et se poser la question de savoir pourquoi, moi je suis béninois, je suis camerounais, pourquoi on parle de monnaie alors que je veux construire ma maison à Cotonou, investir à Douala? On va rester dans l'aspect très mécanique, très matérialiste de la question et on va oublier l'ensemble de ce qui est déterminant pour cela. Pendant que les Français, et Marcel Debelinga l'a dit, pensent le monde, pensent leur décrochage, comment ils vont avec Michel Fouché et d'autres spécialistes qui fait l'atlas de l'influence française dans le monde, reconquérir des parts de marché, leur puissance juridique avec l'OHADA, justement. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Vous savez le problème que ça a posé. Au Cameroun, par exemple, nous sommes bilingues. Les juristes, les anglophones, les membres du barreau qui sont de la partie anglophone du Cameroun n'ont pas été associés à la réflexion sur l'OHADA. Ils s'en plaignent. On est un jour de célébration de la réunification au Cameroun. C'est le 1er octobre 61. Il y a un problème politique, une question anglophone au Cameroun. Parce que les Français et tous ceux qui sont associés aux Français, donc les élites locales, ont formulé une harmonisation du droit des affaires qui servait un certain nombre d'intérêts, au même titre que la question de la libre transférabilité du franc CFA n'est pas une question neutre, anodine. Elle permettait aux entreprises, anciens comptoirs coloniaux, aux banques qui étaient des succursales de banques françaises, de pouvoir transférer les bénéfices et de faire circuler les fonds. Donc il y a un travail pédagogique, il y a un travail, comme je dirais, de thérapie, de catharsis, mais de toutes sortes, qui va au-delà, je termine, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, quand on a vu M. Zinsou perdre l'élection au Bénin il y a quelque temps, on s'est demandé pourquoi un homme aussi brillant peut avoir la défaveur des suffrages. Non, c'est que vous avez en Afrique des gens qui sont brillantissimes, qui sont des complices objectifs du système tel qu'il est. Le problème en Afrique n'est plus d'avoir les compétences techniques ou d'avoir le brio. Le problème, c'est d'endogénéiser, pas de se... Alors, endogène, ce n'est pas de se barricader. Endogène, c'est ce que les Asiatiques ont fait.
Marcel Zebelinga le sait mieux que moi, Gunnar Myrdal, qui est un économiste suédois, brillantissime, voilà, avait écrit le drame de l'Asie. Pour lui, l'Asie, dans les conditions dans lesquelles se trouvait ce continent au moment où il écrivait cet ouvrage, n'était pas en mesure d'avoir des tigres, d'avoir des dragons et d'avoir la Chine, malgré ce que Alain Perfit avait écrit ou Napoléon avait pressenti sur la Chine. Mais aujourd'hui, avec l'école d'économie de Shanghai et des économistes asiatiques éminents, ils ont développé une pensée autonome sur le plan économique. Et ils ont battu en brèche toutes les théories, je dis bien toutes les théories qui avaient été énoncées sur l'Asie. Donc la question de la pensée endogène ne concerne pas, comme on a l'habitude entre nous de parler, quand on est africain, on dit oui, vous me parlez d'Égypte, de vos pharaons et tout ça, qu'est-ce que ça met dans mon assiette? Non, Platon, Aristote, Euripide, Thalès ne mettent rien dans l'assiette d'un occidental. Les Gaulois de M. Sarkozy ne mettent rien dans l'assiette d'un Français. Mais la question du symbole, la question du mythe, la question de la signification est tout aussi importante que ce que vous avez dans l'assiette. C'est pour ça que eux, ici en Occident, ils parlent de questions, ils pensent le monde, ils parlent de Renaissance, ils parlent de la Grèce antique, de la Rome antique. Et nous, quand on parle des pharaons, on parle de la Renaissance africaine, eh bien on nous parle toujours soit de maison, soit de ce que nous allons mettre dans l'assiette. Merci. Merci beaucoup, Aziz. Merci, Martial. On va faire une pause. Vous êtes évidemment invité à une collation pendant cette pause. Et on reviendra ensuite pour la deuxième partie de la réunion. On parlera justement des alternatives au franc CFA, avec un point d'interrogation, bien sûr. À tout à l'heure.